Bienvenue à toi, ici Nadège et Louisa, deux amoureuses qui croient qu'avec des questions profondes, on peut créer des discussions qui transforment des vies. L'intention de ce podcast, c'est de te permettre de découvrir des personnes inspirantes sous un angle nouveau et de te questionner sur ta propre vie grâce à des questions profondes tirées de notre jeu, Vu. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Justine, aka Petite Tempête, qui vient de nous raconter à l'instant la petite anecdote de pourquoi ce nom. Peut-être que vous y aurez le droit. Je suis ravie de l'avoir aujourd'hui. Justine, on l'a rencontrée sur un festival de femmes entrepreneurs et il y a eu un match assez facile, plutôt en fin de journée, et on a fini par faire une partie de vue avant le petit after-work Entre deux apéritif. gnocchis. Voilà, entre deux gnocchis, exactement. Et c'est une entrepreneure qu'on a trouvée tout de suite très inspirante, donc on avait envie de connecter un petit peu plus profondément avec elle. On s'est mis d'accord, donc aujourd'hui, pas de filtre sexo, et comme d'hab, tu peux passer les questions, tu peux nous retourner les questions. On va faire une vraie partie de vue en real life, in real life. C'est parti? C'est parti. Eh ben, let's go. On est sur le mode groupe au passage. Première question, qu'aimerais-tu dire à quelqu'un avec qui tu as travaillé? Si on prend quelqu'un au sens large et pas forcément une personne individuelle, d'une manière générale, je crois que je dirais merci. Ok. Je dirais merci à toutes les personnes du coup qui ont pu travailler ou qui travaillent à Intrépide. Parce qu'en fait, t'as beau être entrepreneur, moi depuis que j'ai des salariés, donc depuis quasiment le début de la boîte, j'aurais jamais fait ce que je fais si j'étais pas entourée et si j'avais pas eu cette équipe. Donc ouais, je crois que ce serait le premier truc qui me vient, c'est clairement de la reconnaissance et un gros merci. Et qu'est-ce que les personnes avec qui tu as peut-être le plus kiffé travailler ont en commun? Je pense que les valeurs, parce que du coup, nous, Intrépide, on est une agence qui est spécialisée dans la lutte contre les discriminations. Et donc, on a quand même un dénominateur commun assez fort sur ces valeurs socles, d'avoir envie d'avoir un impact sur la société et sur les enjeux sociaux. Et je pense que du coup, ça crée aussi une dynamique assez particulière quand tu es entouré que de personnes où il n'y a aucun débat sur le socle de valeurs et où du coup, c'est hyper fluide d'interagir ou de discuter ou de régler des problèmes, etc. Parce qu'en fait, déjà, tu partages ce socle-là. Et je pense que c'est vraiment le dénominateur commun de toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler. Et ça, tu l'as compris genre direct avant d'entreprendre, ou ça a été sur le terrain où tu t'es dit, ah ouais, le petit moment peut-être où ça coince, c'est que les valeurs sont pas forcément hyper alignées? Je pense sur le terrain, parce que moi, j'avais pas encore conscience que je devais amener mes valeurs dans mon travail. Enfin, je trouve qu'avant, on a toujours eu ce truc de tu laisses tes valeurs à la porte de ton travail. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu un peu le boulot, etc. Et du coup, moi, quand j'ai créé la boîte, au départ, il n'y avait pas de lien avec mes valeurs. Je voulais trouver un projet qui m'éclate, mais... Et puis, c'est avec le temps, je me suis dit, en fait, je peux plus laisser mes valeurs à la porte. Ça ne marche pas dans mes connexions, dans ce que je suis même moins créative, hein, tu vois, je suis moins performante. Et du coup, déjà, moi, j'ai compris qu'il fallait que je puisse laisser parler mes valeurs dans mon travail. Et puis, petit à petit, j'ai compris qu'en fait, je ne pouvais que travailler avec des personnes qui partageaient ça. Mais salariés de la boîte, ou clients, ou partenaires. Ou, enfin, après, ça devient une espèce de déclic avec toutes les personnes avec qui tu interagis, tu vois. Mais je pense que ça se fait avec le temps, parce que c'est pas comme ça qu'on grandit. Genre en se disant, il y a grave de la place pour tes valeurs. Enfin... Ouais, je pense que nous, on voit au quotidien dans le coaching, tu vois, le côté remettre tes valeurs au centre et après dessiner ta vie en fonction de tes valeurs, c'est pas du tout le naturel. Et c'est ce qui fait qu'il y a de la friction, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ton regard là-dessus. Tu voulais rebondir sur quelque chose? Trop bien. Prochaine question? Quel langage de l'amour préfères-tu recevoir? Est-ce que tu as besoin qu'on te redétaille les langages de l'amour ou pas? Non, je pense que j'ai bien les 5 en tête, il me Ouais, semble que c'est ouais. ça. Je pense que celui qui résonne le plus pour moi, ce serait... je crois qu'il y en a un sur les attentions, les petites attentions. Je pense que mon langage qui communique le mieux, c'est vraiment ça, c'est le côté attentionné, le care, dans les petits détails. Je trouve que c'est un truc qui me parle bien. Parce que j'ai tendance à être plus sur les actions que sur les paroles. Et du coup, ouais, je trouve que ça... et que ça marche dans toutes les relations, pas que amoureuses. Tu vois, même dans la famille ou les amis, je trouve que toutes ces petites actions du quotidien, moi, c'est ce qui me parle le plus. Est-ce que vous avez le même? Vas-y. Quel est le vôtre et est-ce que vous avez le même? Ok. Ce que je préfère recevoir, je pense, c'est le toucher. Ok. Les câlins, le massage, se prendre dans les bras, s'embrasser, tout ça. Je pense pas qu'on ait le même. Non, on n'a pas le même, mais on a vraiment conscience l'une de l'autre de nos fonctionnements. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas trop d'enjeux là-dessus. Moi, en termes de réception, je crois que c'est moment de qualité.
Je pense que c'est ça. Je vérifie en mode, c'est bien ça. C'est bien là que je réagis le plus. Ouais, je pense que c'est moments de qualité, les petites attentions. Je pense que service rendu, tu vois. Ouais. Mais j'ai souvent ce détecteur. En tout cas, je pense que moi, le moment où je découvre les langages de l'amour, je fais pas mal de séminaires. Et du coup, je regarde parce que je me dis, en fait, tu peux savoir très rapidement le langage de l'amour de la personne, en tout cas, plutôt d'expression que de réception. Mais les gens qui arrivent, qui se prennent tout de suite dans les bras, ou les gens qui vont filer un verre d'eau à quelqu'un, tu vois tout de suite un peu, je trouve, assez rapidement. Et du coup, même dans les équipes, tu parlais que ça peut être aussi entre amis et tout, dans les équipes, dans le couple, de ouf. Genre vraiment, si tu captes pas le principe de même... C'est quand, il y a encore pas très longtemps, on s'est fait la remarque. Enfin, tu me disais, j'ai l'impression de le rappeler régulièrement et que les gens le savent pas. Donc, si vous ne connaissez pas les langages de l'amour, allez-y, on a plein de sujets là-dessus. Allez vous renseigner parce que je pense que ça change de ouf les relations. Mais je trouve que c'est un vrai truc de se poser et de se demander, en fait, toi, c'est quoi ton langage de l'amour? Quel est le mien? Pour mieux comprendre, en fait. Parce que des fois, du coup, on attend à ce que ce soit la même chose et on comprend pas. Mais c'est pas ça que je te demande. Toi, tu fais que ça et moi, je veux ça. Et en fait, bah oui, mais moi, c'est comme ça que j'exprime. Et du coup, je trouve que c'est trop intéressant, effectivement, d'amener ce sujet assez rapidement. De ouf. J'ai des potes, tu vois, le côté, est-ce qu'on a le même, elle a la toucher physique, et moi, mes potes me disent, est-ce que je peux te prendre dans les bras, tu vois. Ils me demandent l'autorisation avant de me prendre dans les bras, donc ça montre qu'effectivement, c'est pas la toucher physique que je préfère recevoir, mais par contre, ça permet de, quand tu le sais, de pas créer de la frustration. Oui, ou de lire, de dire, ok, là, ça, c'est ta façon de m'exprimer ton langage de l'amour, et du coup, genre, je le reçois différemment aussi, parce que je comprends pourquoi tu me le donnes, tu vois. Et dans l'autre sens, essayer des fois d'effectivement faire un pas vers le langage de l'amour de l'autre pour pas qu'il y ait d'incompréhension, quoi. Et c'est quoi celui que tu préfères donner? Je crois que c'est service rendu aussi. Je pense que, ouais, moi, je passe beaucoup par ça. Je suis dans toutes mes relations, mais même au travail. Je suis tout le temps dans le petit soin. De toujours faire plein de petites attentions, de toujours vraiment être... d'essayer de devancer, de lire entre les lignes, de qu'est-ce que la personne, elle n'a pas osé demander, mais qu'elle voudrait peut-être, etc. Donc, moi, je suis vraiment... Mon driver, quand j'ai fait mon coaching, mon driver, c'est fait plaisir. Et vraiment, c'est mon driver numéro 1. Derrière, il a fait un effort. Mais le premier, c'est fait plaisir. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qui me caractérise dans toutes mes relations. Et mon langage de l'amour, c'est ça. C'est toujours être au petit soin, rendre service, soulager, m'occuper. Et je pense qu'en tant que femme, des fois, il y a un peu ce truc de... C'est un peu mis en mode... Ah, mais du coup, t'es dans une posture hyper care, un peu soutien, etc. Et moi, je pense que je me suis longtemps jugée de ça. Et du coup, je le faisais, mais pas forcément en catimini, mais... j'avais l'impression d'être mise à une place de femme, et je pense que quand j'avais des engagements peut-être un peu plus énervés, peut-être moins posés, je pense que ça... Ouais, je me jugeais un peu de ça, alors qu'en fait, c'est une question de nature et que c'est pas une question de genre. Mais là-dessus, je sais que moi, je sais... Enfin, j'amène de l'eau avant que les gens aient soif, tu vois, c'est un peu le principe, tu vois. Et du coup, après, de se dire, en fait, de le reconnaître, de me dire, ah tiens, c'est ma manière d'être attentionnée, c'est ma manière... Et de le faire plus comme un super pouvoir que comme une injonction. Une injonction. C'était vachement plus chouette, quoi. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'il y a aussi une construction sociale de les femmes prennent soin. Mais je pense que plus tu grandis, plus justement tu fais un peu de l'introspection, tu travailles sur toi, et plus tu arrives un peu à dépatouiller de qu'est-ce qui est de l'injonction de ton rôle de genre et qu'est-ce qui est de ta nature profonde et de ta personnalité. Et en fait, et c'est pas grave d'être une femme et d'aimer prendre soin. Ce qui compte, c'est juste de t'être questionné de est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'appelle de l'intérieur, ou est-ce que tu le fais parce que c'est ce qu'on attend de toi. Tu vois, je pense qu'il y a ça aussi un peu en grandissant ou en travaillant sur toi. T'apprends un peu à... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se perdre dans l'inverse, dans le côté... en fait, vu qu'on m'a assigné ce rôle et que je ne le veux pas, alors qu'en fait, il y a une partie de moi qui aimerait bien le vivre, je m'empêche de vivre certaines choses aussi. Ah, mais c'est sûr. Nous, on a beaucoup de femmes entrepreneurs, dirigeantes, etc. et qui, du coup, ont du mal à reconnaître ce... En fait, j'aimerais bien être un peu femme au foyer de temps en temps, quoi. Ouais. Dans le cliché, trucs, quoi. Mais sur plein de trucs. Moi, je me rappelle que je me suis souvent posé la question, tu vois, moi, j'adore le rose, le violet, j'ai un côté hyper girly, j'adore Disney, les princesses, les licornes, enfin... Et il y a eu un moment où ça a été en conflit. J'étais, mais attends, est-ce que je peux être féministe, badass, incarner un truc un peu révolutionnaire dans la perception des femmes et aimer les paillettes, enfin, tu vois, genre les enfants de mes amis, j'ai trop envie de leur offrir des paillettes, des licornes, etc. Et après, je suis en mode, mais est-ce que je suis pas là en train de perpétuer des stéréotypes, alors que perso, j'ai envie d'en offrir à tous les enfants, peu importe leur genre, tu vois, juste envie que tout le monde aime les licornes. Et il y a eu un peu au départ un conflit de, attends, est-ce que c'est juste, je suis un cliché de, je suis une nana donc j'aime le rose, les paillettes, etc. Ou est-ce que c'est juste ma personnalité qui aime ça? Et il y a eu un temps
avant de l'assumer et de dire c'est pas contre-productif et ça va pas à l'opposé de mes valeurs ou de ce que j'essaie d'incarner, d'aimer le rose, les licornes et les paillettes, tu vois. Le full black n'a rien à dire. J'ai l'impression d'être au milieu de deux extrêmes. En C'est mode clair, full on est sur black, une espèce de sobriété. dualité là. Et les paillettes, le violet, le rose. J'aime trop. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a plein de licornes. On prendra des petites photos pour vous faire un petit point sur ce magnifique lieu. Non mais j'ai lâché prise depuis. Hein. Ça, c'est la version soft. Ok, on n'est pas prête. Prochaine question. Quand as-tu eu besoin de poser une limite récemment ? Pouah, tout le temps. Tout le temps. Je sais pas poser mes limites. Ça aussi, c'est un sujet. Je pense qu'en coaching, vous devez le voir tout le temps. Et surtout, je pense que les femmes qui ne posent pas leurs limites. J'ai l'impression qu'il y a un truc, tu vois, du conflit, du dire non, qui est genre pas du tout dans notre éducation et dans le rôle, justement, même ce qu'on voit dans les, je sais pas, les séries, etc. Donc ouais, tout le temps. Je sais pas si j'ai un exemple en tête, mais si, j'ai un exemple en tête qui est sur la quantité de travail. C'est vrai que moi, justement, mon deuxième driver, c'est fait un effort. Donc j'ai tendance à me tuer à la tâche et à jamais dire non. Genre, si les gens proposent quelque chose, je vais dire oui, je vais dire oui. Je vais jamais dire non à un projet ou à une proposition d'intervenir quelque part, etc. Et là, j'arrive à une période où genre, j'ai jamais eu autant de travail, j'ai jamais fait autant d'heures, et presque du 7-7 depuis le début janvier. Enfin, genre, je suis dans un niveau d'épuisement assez important. Et c'est la première fois, du coup, que je me retrouve face à poser des limites. Sinon, je vais clamser, en fait. Et du coup, d'avoir, par exemple, dire non à un truc où je m'étais engagée. Ça, tu vois, c'est... Mais parce qu'il faut que je pose ma limite. Et là, du coup, j'ai refusé une intervention où je m'étais engagée pendant une semaine en juin. Et ça me travaillait depuis des semaines. J'étais, mais je vais pas pouvoir. C'est-à-dire que si j'interviens pendant une semaine, je suis pas au boulot pendant une semaine, je vais me taper 3 semaines avant, 3 semaines après à compenser. Et je vais pas y arriver. Et ça m'a coûté de dingue de revenir sur un engagement que j'avais donné, mais qui était nécessaire pour poser une limite de bien-être, en fait, et encore une fois, je pense qu'elle est déjà quand même beaucoup trop loin, ma limite, mais... Nadège, elle est très inspirante. Enfin, moi, en tout cas, je pense que je suis un peu dans ton équipe. Je crois que tu es plus à l'aise, toi, avec les limites et tu es plus au clair. Ça me touche de ouf parce que hier, j'avais en coaching une femme de 80 ans. Oh, wow. C'est ma plus ancienne coachée. Enfin, c'est ma plus... âgée, ouais. Et elle est beaucoup trop chou. Enfin, vraiment, je suis très touchée par son parcours parce que, elle est dans une phase de vie où il y a plein de gens qui se disent bah, j'accepte ce qu'il y a et puis voilà quoi, c'est bientôt la fin. Non, pas du tout, tu vois, de se dire en fait il y a plein de signaux dans son corps, etc. Et puis elle n'a pas forcément la vie, elle est très aidante, accompagnante en termes de soins dans son couple. Et vraiment, c'était la question quoi. Elle me dit mais je sais pas dire non, je ne sais pas dire non. Et pourquoi je dis pas non ? Bah parce que c'est comme ça et que mon mari il va pas l'entendre, tu vois. Et donc il y avait vraiment une question de c'est la norme, c'est le patriarche et point barre. Et elle est consciente que, en fait, c'est débile. Et il y a une part d'elle qui se dit, je pourrais aussi juste me barrer et dire j'en ai plus rien à faire, mais bon, les enjeux sont pas les mêmes, etc. Mais je trouve ça très inspirant. Et en fait, l'espace de coaching dans lequel on était hier, c'était vraiment juste, c'est quoi les petits trucs qui peuvent ralentir l'arrivée du non et se servir, en fait, du fait que je ne sais pas dire autre chose que oui, d'avoir des alliés. En fait, on a trouvé dans les aides-soignantes, les gens qui l'entourent, si, vu que son problème, c'est je dis oui direct, elle va demander aux gens de lui dire, va faire un tour, va t'occuper de toi. Du coup, elle est obligée de dire oui. Donc, on a détourné le problème en disant, ok, si du coup, ton problème, c'est que tu ne sais pas dire non, demande aux gens de te mettre dans des situations où tu vas dire oui, mais que c'est un oui pour toi au final. Et de savoir demander de l'aide des fois si on a du mal à poser sa limite, de peut-être dans des amis, dans des collaborateurs, dans des amoureuses, des amoureux, de dire en fait si tu me connais peut-être aide-moi là-dedans avant de se cramer, ça peut être des fois des petits outils intéressants. Toi t'es plus à l'aise avec le posage de limites? Je trouve pas. Mais c'est rigolo la perception extérieure et comment nous on le ressent de l'intérieur. En fait je pense que moi j'ai le oui automatique et après je me dis oh non peut-être que en fait je voulais pas. Mais toi t'es une yes girl. C'est vrai. Mais ouais, de ouf. C'est vrai. J'ai l'impression que t'as le non automatique et qu'après peut-être tu dis oui. Comme quoi. Non, mais vraiment, j'ai l'impression d'être... On a toutes les deux l'impression d'être des yes girls parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on est hyper enthousiaste. Et... Enfin, on ne dit pas oui en mode injonction de il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a sûrement des drivers derrière, je suis d'accord. Mais je pense qu'on aime tellement ce qu'on fait que, on fait, quoi. Mais moi, c'est plus souvent que je dis oui et à un moment donné, je regarde mon agenda et je me dis
Pas sûr que ça tenait quand même, hein. Vraiment. Bon, après, on n'est pas des surchargés de travail non plus. Et je pense que c'est pas notre vibe. Mais en fait, j'ai l'impression que tu t'interroges des fois peut-être un petit peu plus longtemps que moi. Mais c'est vraiment ma perception. Comme quoi. On a la perception inverse l'une de l'autre, c'est trop mignon. Mais toi, comment tu le vois à la limite? C'est un truc qui te fait peur ou genre... Moi, ma friction, c'est... Enfin, moi, ouais, mon enjeu, mon domaine de vie où c'est challengeant, c'est plus les relations humaines, tu vois. Genre... Mais je pense que c'est mieux qu'avant. Tu vois, genre, là, s'il y a des potes qui me disent viens, sors, tu vois, va faire ci, va faire ça, c'est facile pour moi de dire non si j'ai pas envie. Mais avant, je pense que ça aurait été difficile parce que j'aurais eu peur de les froisser, nanana. Et maintenant, c'est plus le cas. Et toi, t'as pas ça. Donc... J'ai pas ça, mais ça dépend du niveau d'engagement. Des fois, moi, le sujet, c'est que au moment où je dis oui, je suis trop contente. Et en fait, je suis pas capable de m'engager genre 3 semaines, un mois avant sur un truc. Et je sais que ça a déjà... elle organise un petit peu plus les choses, etc. Et des fois, quand on était à distance, tu vois, il y avait un peu ce truc de quand est-ce qu'on se voit, comment on gère et tout. Moi, j'ai... je sais pas, Carpe diem, quoi. Carpe diem, tu vois. Prochaine fois qu'on se voit, et puis après, Inch'Allah, la suite, quoi. Mais je sais que là-dessus, c'était plus ça, quoi, dans le côté limite dans le temps, en tout cas. Moi, Je vois ce que tu veux dire. Prochaine question. Complète cette pensée. Quand quelqu'un semble me rejeter, je... Panique. Je panique. Je pense que ça va un peu avec, tu vois, dans le driver fait plaisir, t'as vachement ce truc de essayer de plaire à tout le monde, contenter tout le monde, etc. Je pense que je m'en détache maintenant de par l'engagement que j'ai et que j'arrive à affirmer au fur et à mesure. Et où maintenant, ça me dérange pas si je plais pas à quelqu'un parce que la personne elle est problématique ou que ça résonne pas du tout ce que je fais. Alors là, vraiment, maintenant, ça me glisse. Mais parce que c'est intrépide. Ça touche pas, c'est pas vraiment moi qui suis rejetée, c'est ce qu'on porte. Bien sûr, c'est ce que je porte, mais tu vois, c'est différent. Si après, t'es, je sais pas, dans une soirée, tu rencontres des gens et tu sens qu'il y a une personne qui te rejette, enfin, qui te méprise, où il y a zéro affinité ou quoi, ça, c'est un truc... Du coup, genre, je vais focus là-dessus. Je vais être en mode, il faut que j'arrive à inverser le truc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça et pourquoi Parce que moi, je suis pas aussi tranchée, genre, d'une manière générale, j'aime un peu tout le monde, je suis ouverte un peu à tout le monde. Et du coup, je rejette pas. Enfin, je crois pas. Mais ouais, je pense que le rejet me panique vachement, ouais. Et le fait que ce soit, du coup, ton entreprise ou ton mouvement, on va dire, qui soit touché à ce moment-là, ça touche pas plus, alors que ça vient quand même d'idéaux profonds. Ça te permet de mettre cette distance-là, Ouais, quoi. carrément. Et puis en plus, je pense que j'ai pas la même posture, parce que du coup, intrépide avec l'équipe, avec les projets qu'on défend, j'ai un peu un rôle, je sais pas comment dire, un peu de louve, chef de meute, tu vois. Et du coup, si tu t'attaques ou tu rejettes ce qu'on fait, je vais plus être dans un rôle de je protège ce qu'on a créé et les personnes derrière et en mode rempart, tu vois. Et du coup, ça va au-delà de moi ou de ce que les gens ont perçu de moi, parce que de toute façon, j'ai tout de suite mis une distance assez forte. Je sais pas, si un client il est pas content sur quelque chose qu'on a fait, je vais pas le prendre personnellement. Enfin, j'ai tout de suite quand même mis un peu une distance sur ça. Et du coup, c'est un peu différent. C'est pas tout à fait le même rôle, la même posture que quand tu es plus vulnérable. Tu vois, je me sens beaucoup plus forte avec Intrépide, etc. que moi en perso toute seule, dans des rencontres one-one ou dans des... Voilà, où là, tu es plus vulnérable et c'est toi. C'est que toi. Et tu sais d'où ça vient, le fait que tu paniques quand tu as la sensation, en tout cas, d'être rejeté ou quand tu es perçu sur ça? Je sais pas si c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité depuis toujours ou si c'est un truc que j'ai construit, tu vois, par des événements ou des choses comme ça. Mais je pense depuis toute petite, j'ai toujours eu peur du rejet, de l'abandon, que les gens, ouais, m'aiment pas. C'est un truc, mais je suis pas sûre qu'il y ait un fait marquant. Je pense que je me suis vraiment... Ça vient de mon empathie et de mon côté très altruiste, tourné sur l'autre. Et je pense que ça, c'est vraiment depuis que je suis toute petite. Mais c'est parce que ton je panique, il est venu tellement naturellement, tu vois, il y a eu vraiment parce que le mot rejet, il prend de l'intérieur, tu vois. Je trouve rejet, c'est hyper fort comme mot. Ouais. Moi, je crois que ça a été game changer le moment où j'ai capté qu'on peut pas me rejeter, je peux juste me sentir rejetée. Tu veux qu'on fasse rentrer bébé? Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut... Priorité au chien, quoi qu'il, en fait. Viens mon bébé, oh là là, mon nounou. Bah oui, voilà. Tu te rends compte? Oh là là, on t'a laissé bébé dehors qui est au moins invité. 10 minutes. J'adore cette intervention. Non, je pense qu'elle va rester, puis quand elle en aura marre, peut-être elle va se coucher à côté. Tu vas te coucher à côté, mon nounou? J'adore avoir une quatrième invitée. Ouais.
Et toi, tu te sens... Ah bah toi, le rejet, fou, c'est compliqué, hein. Le rejet ou l'abandon? L'abandon, plutôt. Voilà. Alors, on sait ces petits chiens qui ont besoin d'attention, on connaît. Mais ouais, sur ce côté, en fait, on peut pas me rejeter. C'est pas quelqu'un qui va faire une action qui va me rejeter, intéressant, ouais. mais c'est moi qui peux me sentir rejetée parce qu'en fait, si là, je sors de la pièce et que je me barre, il y en a une de vous qui peut se sentir rejetée et pas l'autre. Donc du coup, c'est pas mon action qui rejette, c'est juste la perception que j'en ai. Genre, ça t'appartient, en fait, de te sentir rejeté. C'est ça. Et du coup, ça m'a questionné un petit peu différemment sur qu'est-ce que j'appelle le rejet, l'abandon. En tout cas, je me sens quelque chose me donne un indicateur de... Ça n'a rien à voir avec l'action en tant que telle. Si je mets une caméra et que je me dis, juste la personne est sortie de la pièce, ça n'a rien à voir avec comment est-ce que moi je l'ai perçu. Ouais. Et du coup, en fait, si c'est pas l'action qui fait la différence, qu'est-ce qui crée le rejet? Et du coup, c'est, tiens, ça me fait revivre. Qu'est-ce que je perçois à ce moment-là? C'est quoi la sensation que j'ai? Qu'est-ce que ça me fait potentiellement revivre que j'ai pas... guéri, que j'ai pas accompagné ou que j'ai pas perçu. C'est super en tout intéressant. cas, j'ai bien aimé de changer ce prisme-là. Ouais, puis de reprendre une forme de contrôle, du coup, sur ce que tu ressens et de comment, tu vois, de prendre un peu de recul sur la perception de la situation. De ouf. Ouais, c'est intéressant, ouais. De repasser un peu plus à du factuel et de reconnaître, par contre, cette sensation. Tu vois, je dis pas qu'il faut se dire non, il n'y a jamais de rejet, il n'y a jamais d'abandon, mais c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui vient me percuter à ce moment-là? À ce moment-là, ouais. Tu voulais ajouter quelque chose? On va être dispersés, hein. Je vous préviens, un chien dans la pièce, c'est terminé. Qui t'inspire le plus en ce moment? Est-ce que vous, il y a quelqu'un qui vous est venu en tête spontanément? Moi, je pensais que tu allais répondre bébé. Mais... Moi, je sais qui tu vas répondre, mais vas-y. Dermot Kennedy. Voilà. C'est un chanteur. Ok. Voilà. Et pourquoi? Bon, déjà, j'aime ce qu'il fait artistiquement. Ok. J'aime ses valeurs, j'aime son humilité. Il aime beaucoup les chiens. Il aime beaucoup les chiens. C'est trop belle. Ouais, j'aime tout. En fait, tu vois, il y a des artistes dont j'aime l'art, mais dont humainement, je me sens moins proche. Et lui, je me sens très proche de lui. Et là, il a sorti un album il y a genre 1 mois à peu près. Et genre, je l'ai poncé. Tu sais, quand il est sorti à minuit, je l'ai écouté 3 fois d'affilée dans le lit. C'était terrible. Et ouais, c'est un gars... je sais pas, il m'inspire de ouf. Quand je serai grande, j'ai envie d'être comme lui, tu vois. J'adore. Trop cool. Je réfléchis encore. Tu peux pas réfléchir avec un chien dans la pièce, je sais. Et son niveau de focus sur la petite... Du coup, ça me fait penser à une personne qui a créé une asso avec qui on travaille. Et c'est fou, c'est une femme que j'ai rencontrée pour la première fois en visio en 2023. Et donc, c'est une femme qui a une association qui accompagne les survivantes de prostitution dans les Antilles. Un sujet très, très difficile. Et au premier rendez-vous, j'avais pleuré, elle avait pleuré. Et ça m'était jamais arrivé. Alors que vraiment, même depuis, j'avais jamais repleuré en visio depuis, alors qu'on traite des sujets très difficiles tous les jours, tout le temps. Je suis confrontée à des histoires de violence et assez difficiles. Et la semaine dernière, j'ai eu une visio avec cette femme pour un nouveau projet. Et pareil, je sais pas, cette femme, elle me bouleverse. Elle a une intensité et une force, un acharnement dans son dans son activisme, dans son militantisme qui m'inspire de dingue et qui vient chercher un truc en moi à l'intérieur de ok, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de participer à ça. Enfin, je sais pas, elle crée un truc qui est absolument incroyable. Et depuis, tu vois, ce rendez-vous, j'arrête pas d'y réfléchir. Elle m'a dit, mais il faut que tu viennes en Martinique, il faut que tu viennes passer quelques semaines ici pour que tu t'imprègnes de ce qu'on fait, que tu rencontres les femmes qu'on accompagne, etc. Et depuis, je suis en boucle. Et je crois qu'en fait, c'est ce type de femmes qui sont invisibles, en fait. Des assos, il en existe tellement. Et c'est des femmes qui dédient leur vie à des projets plus grands qu'elles, où elles s'effacent et elles donnent toute leur énergie, toute leur âme, tout ce qu'elles ont à l'intérieur pour une cause. Et je crois que ça m'inspire. Et je me dis, j'ai envie de plus, j'ai envie de ça, j'ai envie de côtoyer des femmes comme ça. Et elle me met une claque. Je suis sortie de l'aréna, je me suis dit, je me sens tellement petite. Pas négativement, tu vois, mais je me sens tellement petite et je suis tellement inspirée et impressionnée, tu vois, par des femmes comme ça qui... Ouais, et je trouve ça trop beau, le lien. J'ai l'impression qu'on a choisi chacune quelqu'un qui est quelques pas devant nous. Tu vois, pas forcément au-dessus, mais quelques pas devant nous. Tu vois, là, en ce moment, ton sujet du moment, c'est la musique.
Moi, c'est la course à pied parce que je cours beaucoup en septembre. Pour la Maison des Femmes, d'ailleurs, si vous voulez donner pour la cagnotte, c'est le moment. Et toi, effectivement, quelqu'un dans ce que tu fais au quotidien, tu vois. Et donc, je pense qu'en fonction de ce qu'on valorise le plus en ce moment, tu l'as dit, tu es à fond dans ce que tu fais. Du coup, ben, c'est forcément quelqu'un qui est un petit peu plus loin devant toi. Et peut-être que si on se reparle dans 6 mois et que ce qu'on valorise le plus, c'est le couple, et ben, du coup, tu vas nous donner l'exemple de quelqu'un qui t'inspire dans le couple, ou je sais pas, tu vois. Et je trouve ça intéressant de voir que généralement, l'inspiration, elle parle aussi de qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Donc, de se questionner qui m'inspire, pourquoi cette personne m'inspire, bah, souvent parce qu'elle est juste un petit peu plus sur le chemin que moi sur des trucs que je valorise. Mais c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, où je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui glisse des fois dans le toxique sur les inspirations et les rôles modèles. Et tu vois, en entrepreneuriat, moi j'ai vachement ça où la plupart du temps, on va mettre sur le devant de la scène, on parle d'entrepreneurs des femmes, je parle pas d'entrepreneurs féminins, des femmes entrepreneurs, on va très souvent mettre des parcours héroïques et exceptionnels, et c'est les seuls, enfin, tu vois, il y a quelques années, quand on a commencé à parler de femmes entrepreneurs, on mettait en avant des femmes qui étaient 0,01% et qui avaient tellement un parcours exceptionnel, qui avait une espèce d'héroïsation, et du coup, je trouvais ça super dommage de ne pas aller chercher des rôles modèles qui, comme tu dis, sont un pas, deux pas de là où tu en es, et qui vont vraiment pouvoir insuffler un moteur et pas une culpabilisation de mais en fait j'y serai jamais. Et tu vois, par exemple sur les campagnes qu'on va faire pour les jeunes filles, pour leur montrer qu'elles peuvent faire des carrières scientifiques, on va montrer des astronautes, des femmes astronautes. Non mais non. C'est pas le quotidien, en fait, quoi. c'est pas le quotidien, c'est pas la norme, et au contraire, sortons de une femme qui a réussi, c'est une héroïne, et banalisons, normalisons, montrons des rôles modèles et des inspirations beaucoup plus accessibles pour que ça puisse déclencher un vrai parcours, tu vois. Et je trouve qu'il y a aussi un peu ce truc-là d'équilibre, de ne pas aller venir renforcer des insécurités ou quelque chose d'inaccessible, mais plutôt d'aller chercher des personnes qui t'inspirent en moteur, enfin, voilà, qui sont accessibles et qui vont pouvoir te dire, ok, c'est un step dans lequel je peux me projeter, ou à peu près, même si des fois, pas toujours exactement, mais et je trouve que c'est un vrai tournant à prendre, et tu vois, sur Instagram, c'est pareil, ou LinkedIn, tu vois, de suivre des gens qui, au final, juste te font culpabiliser par leurs chiffres ou leur réussite parce qu'elle est 1%, tu vois. Ben, si t'équilibres pas, je pense que c'est pas un vrai moteur. Ça va pas forcément déclencher l'énergie. Et nous, on le voit, je pense, dans le côté légitimité, parce que du coup, les gens se comparent à quelqu'un qui est 10 pas, 20 pas plus loin, au lieu de se comparer à quelqu'un qui est 1 ou 2 pas, et du coup, ont du mal à se dire, mais en fait, moi, je suis peut-être aussi 1 ou 2 pas plus loin que quelqu'un qui est derrière moi dans la cordée, et qui aurait besoin de mes services, mais qui s'attendent à ce qu'elle ait besoin d'avoir fait 10 pas, mais en fait, quand tu auras fait 10 pas, tu comprends plus ce que la personne vient de faire. Tu as oublié les cailloux qu'il y avait dans la chaussure juste avant. Donc, il y a aussi ça qui est à quel point est-ce qu'on remet de la relativité là-dessus, quoi. Quelles sont les actions concrètes que tu fais pour montrer ton soutien à tes proches ? Miss, petite attention. Alors, j'ouvre mon carnet. Quelques actions concrètes que je peux faire pour montrer le soutien. Quelque chose que j'essaye de faire et que j'aimerais faire davantage, tu vois, ça fait partie un peu pas de mes résolutions, mais de mes intentions des prochaines années. Quand je sais quelqu'un a un moment important, j'essaie de le noter dans mon agenda. Et de juste faire un petit message de comment c'était ton rendez-vous, ou bonne chance pour ton rendez-vous, parce que je pense que c'est aussi dans ces petits moments du quotidien que tu montres une présence qui peut être très simple, hein, juste un petit message, pas forcément d'aller à tous les rendez-vous avec tout le monde, mais et ça c'est quelque chose que j'essaye de faire, d'entendre dans les discussions des moments qui peuvent être importants et d'essayer de m'en rappeler. Et des fois quand t'es un peu surmenée et complètement dépassée par le quotidien, tu vois, je sens que c'est des choses qui disparaissent et qui me coûtent. Du coup je suis en mode je revois la personne, elle me dit, bah du coup, la semaine dernière, j'ai eu mon entretien, j'étais purée, j'ai complètement oublié, je voulais t'écrire, et ça me pèse. Donc ça, je pense qu'on est une que vraiment j'ai envie de faire plus et que j'essaye de mettre en place. Et en action concrète du quotidien, j'en avais une autre, mais j'ai oublié. C'est pas forcément du quotidien, hein. Ça peut être juste les actions concrètes que tu Ok, fais. c'est pas forcément au jour le jour. Ouais. Je sais pas. C'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, moi, j'adore. Nadège, je le fais beaucoup. Et j'aime trop qu'elle le fasse. Donc, tu n'es pas que dans le toucher, tu es aussi dans les petites attentions. Et puis, elle m'a aidée aussi à déconstruire ce truc de... J'avais l'impression que ça a besoin d'être intentionnel, ou j'y ai pensé. En fait, elle le note dans son agenda. Tu vois, genre vraiment, on me dit un truc, c'est noté, quoi. Et
je pense que j'avais la croyance de parce que tu vois c'est noté, ça vient pas du cœur parce que c'est le mémo, c'est le truc qui t'a rappelé, tu vois. Je pense que c'est formaté par les anniversaires Facebook, tu vois. Ouais. Tu sais pas trop si les gens te souhaitent ton anniv, c'est parce qu'ils l'ont vu sur Facebook ou quoi. Je n'utilise plus Facebook, il y a plus mon anniversaire dessus, mais il y a vraiment ce truc là, je suis tu d'accord, vois, où à un ouais. moment donné, l'anniversaire a été ritualisé comme un truc de en fait c'est pas parce que j'ai pris du temps, que j'ai mis de l'attention à noter dans un coin de ma tête ton anniversaire. Je pense que moi j'ai un peu aussi une croyance que j'ai une bonne mémoire et donc du coup si c'est important je vais m'en rappeler, et le fait de juste se dire je le note en fait, je le note et envoyer un message à un tel parce qu'il a tel truc, et c'est clair que ça fait vraiment la différence, et toi t'as cette qualité là, donc merci de me l'avoir apprise. Quel rôle jouent les émotions dans tes décisions? Je pense qu'avant, 99% de mes décisions étaient prises basées sur mes émotions. Aka petite tempête. Aka petite tempête. Et vraiment, j'étais toujours drivée par mes émotions et pas du tout par une partie rationnelle. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, je pense que j'ai un peu pris des murs et j'ai pas mal trébuché à driver par les émotions et mis du coup beaucoup d'attentes émotionnelles dans certaines décisions où l'émotion n'était pas nécessaire. Je pense par exemple à des recrutements, des choses comme ça, ou des choix d'entreprise où vraiment j'étais que drivée par l'émotionnel. Et je pense qu'aujourd'hui, sur la partie boulot, je vais avoir un bon équilibre. Je dirais un peu un 50-50 rationnel-émotionnel. C'est-à-dire que j'écoute mes émotions, mais elles ne prennent pas le dessus sur la prise de décision. Et par contre, dans ma vie perso, j'ai l'impression que tu vois, sur ma vie amoureuse, j'ai fait complètement l'inverse. Maintenant, je suis full rationnel et j'arrive plus à donner une part à l'émotionnel. Et ça, je pense que c'est des choses qui s'équilibrent, tu vois, avec le temps. Et que du coup, maintenant, c'est venu la peur que les décisions émotionnelles aient un impact sur tout le reste de ma vie, tu vois, dans la relation amoureuse, par exemple. Et du coup, je suis en mode full rationnel, genre très terre à terre, genre s'il se passe ça, si je vais à tel endroit, tel jour, du coup, je pourrais pas faire ça, du coup, je vais devoir partir plus tôt. Ok, non. Et il n'y a pas de je vais passer un bon moment, ça va être chouette, du coup, j'y vais quand même, tu vois. Donc, je pense que ça dépend un peu des sujets ou des relations ou des personnes qui sont dans la discussion, mais en tout cas, ça s'équilibre plus maintenant, ou avant, c'était du full émotionnel, quoi. Tout le temps. Tu veux rebondir dessus? Mais sur l'histoire de, du coup, logistique, donc non. Moi, ça me fait plus penser à ton système de valeurs, en termes de, en ce moment, tu priorises de ouf le business. Et peut-être ta famille, j'en sais rien, je connais pas ta vie, tu vois, mais... Et juste, oui, le couple passe après tout ça, et donc, logiquement... Et puis, le jour où, peut-être, pour X raisons, t'auras peut-être délégué des choses, ou plus d'espace, et que tu voudras vraiment prioriser le couple, ce sera l'inverse, tu vois. Ce sera, du coup, des décisions très rationnelles pour le boulot, ok, on me propose ça, mais en fait, je suis avec la personne avec qui je suis en ce moment, donc j'y vais pas, tu vois, ce sera l'inverse, quoi. Ouais. Il y a une question aussi de qu'est-ce qui arrive en premier. Qu'est-ce qui arrive en premier, qu'est-ce qui prend le plus de place. Mais je pense que c'est un équilibre qui est pas simple, parce que tu vois, effectivement, le boulot, c'est ma priorité, mais déjà depuis 8 ans. Et t'arrives des fois à un moment où, du coup, tout est tellement happé par le boulot que dans la partie relationnelle, donc couple, non seulement il n'y a plus de disponibilité. Ça, c'est un nouveau truc que je découvre, tu vois, la non-disponibilité émotionnelle. Où là, en fait, j'ai beau me dire, mais si, mais j'aimerais trop partager ma vie, je suis grave prête, trop chouette, tous les couples autour de moi, grave envie de vivre ça. Et une fois qu'après, je suis dans le concret, que je vais rencontrer quelqu'un, l'émotionnel n'existe pas, tout est contrainte. Et il y a un truc de, est-ce que je suis cassée ou est-ce que c'est une question de timing, tu vois? Est-ce que, genre, vraiment juste, j'arrive plus à faire de la place pour ça? Ou est-ce que juste, ça marche plus, tu vois? Genre, l'émotion, elle est, elle est dead et il n'y a que du rationnel. Et de te dire, ouais, mais du coup, problème dans l'autre sens, est-ce que j'attends qu'il y ait plus de place? Ou est-ce que je fais cette place? Et tu vois, mais j'étais vraiment dans le truc de, il faut faire cette place. Et j'étais en mode, si je rencontre la bonne personne, cette place, elle va se faire toute seule. Mais en fait, je crois que ça marche pas tout à fait comme ça. Parce qu'en fait, tu rencontres pas la bonne personne, que tu te laisses pas la possibilité de la rencontrer, parce qu'il n'y a pas de place pour ça. Enfin, tu vois, c'est un peu aussi dans quel ordre tu fais les choses. Et où est-ce que tu peux pas forcer le fait de mettre tes émotions dans tes décisions, tu vois. Et même si, des fois, c'est un peu pénible, parce que tu t'en rends compte. Mais... je sais pas si c'était une vraie question. C'était une vraie question? Ouais, c'est une question que je me pose, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'était une vraie question, tu veux qu'on en discute? Ouais, grave. Okay. Moi, j'ai la sensation que si t'es plus du tout émotionnel dans le sujet du couple, c'est probablement que t'as beaucoup de bénéfices à te couper tes émotions dans ce sujet, et donc probablement que t'as vécu des trucs dans d'autres relations qui font que c'est bien de pas trop remettre l'orteil dedans. Voilà. Et donc, mon premier réflexe, c'est si vraiment t'as envie de prioriser le couple, ce qui n'est pas une obligation, ce serait peut-être d'aller
discuter de ça creuser et un creuser peu ça. ça, Et tu vas justement aller traiter les sujets du passé qui t'empêchent de te projeter dans le futur avec quelqu'un. Mais Ouais. vous, en tant que coach, tu vois, ça me questionne. En tant que coach, c'est quoi votre point de vue sur ça, sur la place de l'émotion dans la décision? Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas une règle, mais Ouais. tu vois, en tant que coach, quand vous faites face à des personnes qui vont vous raconter aussi ça, tu vois, comment tu guides sur ça? Bah, on a un petit historique personnel et Nadège te racontera sûrement mieux que moi parce que je ne me souviens pas de notre deuxième coaching parce que ma déontologie était ras des pâquerettes. C'était ma coach. J'étais sa coach. Oh, ok. Voilà. Ok. Mais c'est marrant parce que en fait, c'est une question qu'on m'a posée hier en coaching en mode en fait c'est trop bien, on a plein de processus, de protocoles, de choses qu'on peut utiliser pour rediriger et réaligner nos décisions et des fois pas les rendre trop émotionnelles. Parce que il y a un peu un jugement des fois de j'ai pris une décision sous le coup de l'émotion et du coup cette expression est pas rien, tu vois, c'est genre ça m'a tapé la gueule quoi. Et du coup il y avait cette question un peu de vu qu'on peut tout rééquilibrer, nous on travaille beaucoup avec le rééquilibrage de perception, donc on peut toujours aller voir l'autre côté de la pièce, etc. En fait, on peut passer son temps aussi à tout rééquilibrer. Et pour moi, derrière les émotions, c'est plus de se dire est-ce que je les shut down parce qu'en fait, effectivement, elles font du bruit et elles m'empêchent d'avancer, ou est-ce que je leur laisse une place parce qu'en fait, ce que je suis en train de gérer n'est pas un problème. Et donc, du coup, écouter ses émotions quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de symptômes, quand il n'y a pas de friction, pas un sujet. Quand je suis un peu désaxée et que, du coup, j'ai un problème de santé, j'ai un problème relationnel ou autre, là, si je suis beaucoup dans mes émotions, effectivement, ça va potentiellement être un peu plus challengeant. Donc, peut-être sortir de cet espace émotionnel pour aller vers du rationnel quand il y a un vrai problème. Par contre, ne pas s'inventer des problèmes juste parce qu'on est en train de vivre des émotions, c'est pas grave, quoi, de vivre des émotions. Par contre, avoir des symptômes et sur lesquels on est émotionnel, genre j'ai une maladie, je veux absolument que ça s'arrête. Shut down un peu l'émotion pour se dire attends, est-ce que tu vois aussi les bénéfices qu'il y a dans cette situation, voir qu'est-ce qui se passe. Pour moi, ça va être ça un peu mon avis. Je te laisse ajouter de ça. C'était quoi la question? C'est quoi notre avis sur Sur la dimension émotionnelle, rationnelle dans les décisions, tu vois. Ok. Moi, j'aime bien l'intuition quand même. Et pour moi, l'intuition, c'est un mix de rationalité et d'émotion. Je sais pas si c'est en 50-50, mais ça me semble pas loin de ça, tu vois. Et ouais, en résumé, moi, je pense que les émotions, c'est pas un problème et tu peux faire des décisions émotionnelles, sauf si ça te rend triste. Sauf si ça te dessert dans... Non, plus que ça... Sauf si ça te dessert dans la vision que t'as de ta vie, tu vois. En gros, si ça te limite. Tu vois, genre par exemple, si le couple c'est vraiment important pour toi, dans ton cœur, de te dire, dans 1, 2, 3 ans, j'aimerais bien être en couple ou que sais-je, c'est cool de travailler dessus, tu vois. Mais si au fond, tu te dis, en fait, là, j'ai envie de développer mon business et j'ai pas l'espace pour quelqu'un, c'est pas un sujet non plus, tu vois. C'est intéressant comment tu as repris. Parce qu'effectivement, ça te rend triste. Il y a des décisions qui peuvent te rendre triste, mais qui, en fait, vont avoir des bénéfices. Et du coup, de ne pas penser à qu'est-ce que je vais ressentir en prenant ces décisions. Mais j'aime bien cette perception de bénéfice ou le fait de te desservir, tu vois, de penser plus loin sur la vision. C'est intéressant aussi, du coup, de prendre un peu de recul sur tes décisions. Et je pense que de base, moi, je suis plutôt allergique à la douleur, à la tristesse. Tu vois, c'est des trucs que j'ai du mal à transcender. Et puis, ça fait 2-3 ans que j'essaie de rentrer dedans. Et je vois à quel point, pour le coup, ça sert mes projets. De faire des choix difficiles qui me rendent triste, sur le coup. Et de me dire, quand je regarde en arrière, je suis contente. Je remercie la Nadège d'il y a 2-3 ans d'avoir pris cette décision, quoi. Trop intéressant. Et sur le principe des décisions, un truc qui a été assez game changer aussi pour moi, c'est le côté décider, c'est la même racine étymologique que suicide, homicide, génocide, c'est tuer toutes les autres options. Et du coup, il y a un peu ça des fois derrière une décision qui est en fait, j'ai l'impression de devoir tuer des options. Et c'est le cas. Et du coup, c'est quoi les émotions? Est-ce que c'est parce que... quelle est l'émotion? Et ce que l'émotion vient dire, nous, en tant que coach, en tout cas, il y a vraiment ça, c'est essayer d'identifier l'émotion pour avoir ce truc de... si j'ai de la culpabilité, si j'ai de la honte, si j'ai de la tristesse, si j'ai de la frustration, ça veut pas dire la même perception derrière. Et du coup, peut-être être capable de décoder le qu'est-ce que j'ai l'impression que je vais perdre, gagner dans la situation, parce que des fois, on gagne des choses qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc, il n'y a pas que de la perte dans cette décision-là. Si je tue tous les autres choix que ce que je crois que je veux ou que je vais choisir, ça donne quoi.
Une petite dernière? Ouais. Je sais plus si c'était à toi ou à moi. Vas-y. Et ben, let's go. Ça, c'est plus une question pour les gens qui se connaissent, donc on va la passer. Qu'est-ce que tes proches disent de toi? Ah, petite tempête. Allez, vous allez avoir l'anecdote. Oui, du coup, donc moi, surnom, c'est Petite Tempête. C'est mes copains qui me l'ont donné, je pense, il y a plus de 10 ans. Et de par mon tempérament qui... Je sais pas, si un soir, tout le monde est fatigué, mais que moi, j'ai décidé qu'on allait au karaoké, je vais emmener tout le monde au karaoké et on ira jusqu'à 1h du matin au karaoké. Et du coup, il y a un peu ce truc de la petite tempête, si j'ai une idée en tête, ou d'embarquer, etc. Et comme je vous le disais tout à l'heure aussi, je ne suis jamais en colère, mais si je suis en colère, je vais mettre la foudre. Et ça, c'est rigolo parce que du coup, vu que c'est le nom de ma société aujourd'hui, c'est un nom que tu es amené à donner souvent. Je sais pas, j'arrive devant mon comptable, il enregistre juridiquement ma société, ses petites tempêtes, etc. Et en fait, depuis 8 ans que j'ai cette entreprise, à chaque fois que la personne m'avait vu une fois ou deux et que je disais la société s'appelle Petite Tempête, c'était... Enfin, tu vois, il y avait un truc de... Bah, Très marquant. oui, tu vois. Oui, c'est Ouais. toi, c'est vous, enfin, tu vois. Et du coup, ça, j'ai trouvé ça chouette. C'est dire que bah, c'est quelque chose que, dans le monde pro, dans le monde perso, je pense que c'est quelque chose qu'on va dire de moi, tu vois, d'avoir ce côté un peu qui embarque. Et puis, je pense que... Ouais, Petite Tempête, je pense que ça englobe pas mal de choses, tu vois. Mais c'est pas du tout une connotation négative, à part quand je suis en colère. Mais je pense qu'il y a un truc de... Puis intrépide, c'est pareil. Intrépide, ça vient pas de nulle part, quoi. Tu vois, il y a quand même un truc où je pense que c'est un truc que j'incarne bien et que les gens ressentent quand ils me rencontrent. C'est pas facile de répondre à ce genre de questions. Bah, des fois, ça demande de voir qu'est-ce que t'aimes que les autres disent de toi et qu'est-ce que les autres disent vraiment de toi. Moi, je pense qu'il y a des choses que j'ai pas forcément conscience, mais c'est parce qu'ils le répètent que je l'entends, tu vois. Des fois, que les autres disent toujours la même chose. Et ça permet de voir aussi sa capacité unique, quoi. Et derrière Intrépide, il y a aussi tout l'enjeu, tout ce que vous apportez et le côté qualité, quoi. Tu voulais rebondir sur quelque chose? C'est quoi le truc le plus intrépide que t'as fait récemment? Ou pas récemment? Truc le plus intrépide. En fait, j'ai l'impression d'en faire tous les jours, tu vois. Parce que gérer une entreprise, gérer des équipes, traiter ces sujets-là, c'est tous les jours plein de trucs improbables qui sont pas du quotidien classique, tu vois. Et quand je partage à mes proches, tu vois, je me rends compte que j'ai un peu une vie décorrélée. Que dans ma journée, il va se passer 1 million de choses, et des choses dures, et en même temps des décisions improbables, etc. Je pense à un truc intrépide assez... Il y a 2 trucs intrépides qui ont vraiment marqué les 8 ans de Intrépide. Un, devenir intrépide. C'est-à-dire qu'avant, j'étais une agence tradi. Il n'y avait pas de féminisme dedans, il n'y avait pas de lutte contre les discriminations. Et j'ai vraiment dit, les steaks, on arrête tout. Et évidemment, il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas d'argent. Enfin, c'était... Donc voilà, donc ça, je pense que c'était quand même un truc assez fort, Intrépide. Et un autre, c'est un jour, on a perdu un très gros contrat où il y avait des salariés et une dizaine de freelances sur ce contrat qui durait depuis 2 ans. Et du jour au lendemain, du coup, licenciement économique, une période horrible. Et j'étais là en mode, je m'en fous, ils vont nous trouver un autre contrat. Et genre, j'ai contacté tout le monde dans cette boîte, tous les gens avec qui j'avais eu un moment un contact pour dire, trouvez-moi des fonds de tiroir. J'ai 12 personnes que je mets à la porte en 2 semaines, vous me trouvez les fonds de tiroir et je m'en fous de quoi, mais il y a forcément quelque part un contrat pour nous. Et il y a eu un contrat pour nous et ça fait 2 ans qu'on a rechopé un contrat grâce à ça. Et c'était un peu du culot, et derrière Intrépide, il y a un peu ce truc-là d'audace, de dire, en fait, je m'en fous, entre guillemets, j'ai rien à perdre, ou en tout cas, j'y vais pleinement, quoi. Et je pense que ça, c'est 2 événements où je me suis dit, ouais, ça, c'est un quart de bien Intrépide. Trop bien. Ça fait la transition parfaite. Parce que, effectivement, on enregistre ce podcast dans un lieu. Vous n'avez pas l'habitude, ce n'est pas notre petit chalet habituel. Et du coup, ça nous fait la liaison. Peut-être qu'on aura des images. Je suis en train de m'engager sur un truc. Allez, peut-être on fera 2-3 images. En tout cas, si vous avez envie de venir voir, si vous êtes dans le coin, venez avec grand plaisir, venez coworker. Mais tu vas expliquer un petit peu plus qui tu es, quelle est ta mission, ce que tu fais et où est-ce qu'on peut te retrouver aussi. Ok. Du coup, un peu comme on l'a dit, Intrépide, c'est historiquement depuis quelques années une agence de communication sur la lutte contre les discriminations. Donc, on travaille uniquement sur des projets liés aux enjeux de diversité et d'inclusion, avec beaucoup d'ONG, aussi des entreprises, des villes, des fédérations de sport. C'est très large.
Donc ça, c'est notre activité principale. Et puis, on a un lieu dans lequel nous sommes, qui est l'Intrépide House à Grenoble, et qui est du coup un espace de coworking porté par ces mêmes valeurs, avec cette idée de repenser la façon de travailler aussi ensemble, ou de travailler justement, pas juste deux inconnus côte à côte qui vont se demander le code Wi-Fi, mais d'aller un peu au-delà, de pouvoir être dans un espace où on peut venir avec son contexte émotionnel, où on sait qu'on sera dans un espace safe avec des valeurs, où on peut marcher pieds nus, on sait qu'on peut discuter avec des personnes qui partagent ce fameux socle. Ça fait vraiment la boucle du début. C'est que même si tu es avec des inconnus, il y a une barrière qui s'enlève tout de suite parce que les personnes qui viennent ici partagent ce socle de valeurs, peu importe où elles en sont dans leur militantisme ou féminisme. On n'a pas que des activistes qui viennent ici, mais on a des personnes qui ont envie de changer un peu de type d'espace et de façon de travailler ensemble. Et voilà. Et du coup, on peut nous retrouver sur Instagram avec tous les Intrépides, Intrépide House, Intrépide Agence Intrépide. On a aussi Intrépide Studio, qui est le média. Et puis voilà, plein milieu de Grenoble, directement sur place. On est là tous les jours. Trop bien. Et la personne qui est passée au micro de vue avant toi s'appelle Tom et t'a laissé une question. Oh, trop bien! Quelle émotion en toi tu ne t'autorises pas à vivre pleinement et qu'est-ce qui t'en empêche? Je vais devoir faire pareil. Je vais devoir laisser une question. Oui, mais réponds déjà à ça tranquille. Donc, qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à vivre pleinement comme émotion et qu'est-ce qui t'en empêche? Je pense la frustration. Je pense que quand on travaille un peu sur tous ces sujets, on prend conscience aussi de nos privilèges et ça vient replacer certains curseurs. Et très souvent, je me rends vite compte que la frustration, que ce qui va déclencher ma frustration est basé de privilèges et d'habitudes et de choses que j'ai déjà extrêmement de chance d'avoir et presque, je trouve, un manque de reconnaissance. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec la frustration parce que je ne supporte pas le ressentir. Parce que la plupart du temps, je me dis, mais t'as perdu les repères, en fait. Tu te rends plus compte. Et très souvent, maintenant que je me suis rendu compte de ça, à chaque fois que je suis amenée à vivre de la frustration, je me dis, on s'en fiche, en fait. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que je balaye, qui parfois, ça mériterait de pas être balayé, mais que la plupart du temps, c'est un truc où je vais me dire, non, ça c'est non. On ne ressentira pas ça. Et tu l'as deviné. Tu vas devoir poser une question pour le prochain invité. Si tu pouvais lui poser une question, et ça peut être une question qu'on a eue dans la partie et que tu as kiffé, ou une question que toi tu te poses régulièrement et qui te permet peut-être de capter des choses sur toi, ou une question que tu as entendue. Il y a une question que je pose souvent quand je rencontre des personnes. Je vais demander quels sont les 3 faits marquants qui ont façonné la personne que tu es aujourd'hui. 3, 5, 1, peu importe, mais en tout cas vraiment les faits marquants qui ont à un moment eu une transformation en fait et qui font partie de la construction de qui tu es aujourd'hui. Ouais, quel est ton vécu, quoi. Trop stylé. J'ai trop envie de te poser la question, mais du coup, on a le droit ou pas de faire ça? Bah, allez. On fait ce qu'on veut. On est ailleurs, on change les règles. Est-ce que tu as envie de partager un fait marquant qui a... T'es pas obligée. Ouais, je peux, j'en ai plusieurs. Je pense déjà c'est des faits marquants quand même plutôt jeunes. Je pense qu'il y a eu un tournant quand j'ai été adolescente, tu vois, où il y a eu une accumulation de faits assez marquants et j'ai l'impression qu'il y a eu un avant-après et de Justine. Et même aujourd'hui, quand j'en parle avec mes parents, c'est vraiment ça. Pour eux, c'était pas la même Justine. Donc ça, je trouve que c'est assez fort. Je pense que le plus gros fait marquant, c'était... j'ai fait de l'anorexie quand j'étais jeune, du coup j'étais hospitalisée en psychiatrie. Et pendant mon hospitalisation en psychiatrie, j'ai été abusée sexuellement par un des médecins de la psychiatrie, avec après 4 ans de procès. Donc c'est un gros fait marquant. Mais je pense que c'est un tournant, cette hospitalisation, où j'ai compris plein de choses. En fait, tu parlais de sortir des bénéfices dans des situations qui sont super difficiles, mais en fait, ça a changé complètement ma vie, ça a changé toute ma perception, toute ma sensibilité, ça a changé mon rapport aux autres, mon rapport à ma famille, enfin, tout a été redistribué à ce moment-là. C'est comme si vraiment on avait retiré toutes les cartes, on avait mélangé le paquet, on avait redistribué. Et je pense que énormément de choses de ma personnalité ou de ce que je fais aujourd'hui ramènent systématiquement à ce carrefour-là, où je me demande bien ce qu'aurait été ma vie si j'avais pas vécu ça, tu vois. Mais aujourd'hui, je l'effacerais pour rien au monde. Enfin, pas spécialement envie de le revivre, de refaire un tour dedans, mais en tout cas, je me dis ça a été constructeur, quoi. Vraiment, il y a eu un... Et c'est fou, tu sais, je me dis vraiment... Des fois, je m'amuse avec mes parents de me dire, mais ça aurait été quoi la vie s'il n'y avait pas eu ça? Je serais qui? Je serais où? Je ferais quoi? Enfin, c'est fou. J'ai pas de réponse, mais... Tu serais pas là et tu ferais pas ça. Non, c'est certain. C'est certain. Donc, voilà. Trop bien. Merci pour le partage. Avec Et plaisir.
S'il y a des personnes qui nous écoutent, pouvoir partir avec, je sais pas, une leçon, une pensée, un mantra, quelque chose qui t'a touché récemment profondément et que t'aimerais leur partager pour finir cet épisode, qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Ben, je pense que le mantra que je me répète tous les jours, c'est toujours après la tempête vient le beau temps. Ou vraiment, c'est cette idée-là de, même quand c'est dur, il faut espérer qu'après. Enfin, ce qui nous fait tenir, c'est le fait qu'il puisse y avoir le beau temps après la tempête. J'ai regardé tes petits tatouages. Moi, j'ai ma cuisse de brouillon. Et dessus, sur ma cuisse de brouillon, où je me tatoue moi-même. C'est ce que je me tatoue toute seule à un moment donné. J'ai eu une petite passion. Je me suis acheté une machine. Incroyable. Voilà, il fallait bien un endroit accessible et en brouillon. Et j'ai No Rain, No Flowers. Et on est sur une journée très pluvieuse. Et ça rappelle effectivement ce côté. En fait, si tu veux des fleurs, il faut qu'il pleuve. Quoi. Donc, merci pour le mémo. C'était trop chouette cet épisode. Merci à vous. Moi, je trouve qu'il rappelle le fait que des fois, il faut oser dans la vie. Parce que c'est venu d'une discussion de dire viens, on le fait. Ça s'est organisé last minute un peu. Enfin, en tout cas, pas last minute, mais en tout cas, avec ce qui était présent, malgré un agenda bien chargé. Donc, merci pour ton temps. C'était un vrai plaisir de te découvrir plus amplement. Et je trouve que c'est vraiment typiquement l'usage de vue, dans le sens, on se connaît peu. On a quelques infos, un peu de façade. Et au final, j'ai trouvé que c'était hyper naturel, hyper fluide. Donc, merci à toi, Justine. Merci à vous de créer un truc comme ça. C'est incroyable. Franchement, j'ai envie de le prendre, le jeu avec tout le monde. J'adore ce principe parce que tu vois la profondeur des discussions et le naturel avec lequel ça vient. Genre, alors que, je sais pas, si on avait matché à Libre Audacieux, on s'est dit, on va se prendre un café sans support. En fait, on ne serait sûrement jamais allé aussi loin dans les échanges. Et du coup, tu crées une connexion qui a plus de profondeur. C'est trop stylé. Et il y a une caméra, il y a tout ça. Donc, du coup, on est à l'aise les trois. Mais c'est pour montrer que voilà, dans l'intimité, je pense que ça peut vraiment permettre à... Si vous n'osez pas aller vers les gens, on est la preuve là que des fois, un petit impulse, quand l'intuition parle, et là, tu vois, il n'y avait pas de rationnel de est-ce qu'on a le temps, etc. On a fini par trouver le temps. Donc ça donne une autre réponse. Si vous avez envie de faire vos propres parties de vue, retrouvez-nous sur Insta, @nous.vue ou sur nousvue.com. Et vous allez pouvoir vous amuser et rencontrer des gens au grand cœur. Merci.